Bon retour à tous. Et pour ceux qui viendraient de joindre à nous, bienvenue à ce Sommet du sport de Montréal, la 3e édition. Et j'espère que vous allez bien, vous avez une belle journée, vous avez appris, vous avez échangé entre vous. Je me présente, je m'appelle Alexandre Lagagnère et je suis votre animateur. Et on est déjà rendu au dernier panel de notre journée, celui traitant du racisme systémique dans le sport. Afin de discuter de ce sujet, nous avons 4 excellents panélistes. En fait, on en a 3. On a eu un problème logistique avec un de nos panélistes. On a quand même des gens de qualité aujourd'hui. On va vous offrir une nouvelle perspective sur le sujet du racisme systémique, un sujet longuement traité au cours des derniers mois, mais que je pense qu'on peut amener différemment aujourd'hui. Débutons les présentations. Donc, je vais quand même souligner le parcours de la personne qui est absente aujourd'hui. Donc, il est Montréalais d'origine, c'est Balarama Holness, un entrepreneur social, gagnant de la Coupe Grey en 2010 lorsqu'il portait l'uniforme des Alouettes. Il était actuellement aux études en droit et complète son baccalauréat en droit civil et son Juris Doctor. Il est également fondateur de l'organisme Montréal en Action, une initiative qui encourage la responsabilisation communautaire sur les enjeux clés comme la diversité, l'égalité et l'inclusion. Et la réputée maison d'édition HarperCollins publiera justement en 2021 ses mémoires qui raconte son parcours débutant dans un ashram en Virginie jusqu'à devenir militant pour les droits de la personne. On a aimé l'avoir avec nous aujourd'hui. Des problèmes logistiques sont en cause, mais on passe tout de suite à nos personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, notre deuxième panéliste, elle est étudiante en kinésiologie à l'Université de Montréal et arbitre de soccer au sein du programme d'excellence provincial. Najwa Chami fait sa place dans l'univers de l'arbitrage du soccer depuis maintenant 6 ans. Depuis ses débuts, la jeune arbitre de 23 ans a eu l'occasion de se faire remarquer en arbitrant des compétitions importantes, que ce soit au niveau régional, provincial ou encore à travers des rencontres d'étoiles. Après avoir obtenu son grade régional en 2019, Najwa Chami a également mis la main sur un certificat d'évaluateur d'arbitre en 2019, en plus d'un certificat d'instructeur d'arbitre l'année suivante. Sa détermination et sa passion pour le ballon font d'elle un arbitre qui se distingue lors des situations de partie et ses nombreuses mentions en sont la preuve. Notre deuxième panéliste a déjà foulé le plancher du sommet du sport, mais il n'a jamais eu la chance de discuter du sujet d'aujourd'hui. Martin Dussault, il est travailleur social en milieu scolaire au CUSS du Centre-Sud de l'île de Montréal depuis maintenant 22 ans. En plus de ce travail, il a fondé le programme Bien dans mes baskets, ou qu'on dit aussi BDMB. Il y a 20 ans, le tout s'harmonise avec ses 2 passions, le basketball et le travail social. Entraîneur de haut niveau dans son sport, Martin Dussault a également reçu de nombreuses distinctions, telles que le prix Coup de cœur et innovation de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, le prix Coup de cœur de l'Association internationale pour l'éducation par le sport à Paris, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec en 2017 et le prix Innovation et entrepreneuriat social de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes familiaux du Québec en 2019. Travaillant auprès de la jeunesse, Martin Dussault souhaite à tout prix créer des milieux de vie sains et stimulants pour ces jeunes, tout en les amenant à devenir de meilleures personnes sur le plan humain. Et maintenant, notre dernier panéliste, vous l'avez vu, très actif dans le milieu des médias cette année, Fabrice Ville, un coach certifié en développement intégral, avocat et anciennement entraîneur de basketball, principal fondateur et gestionnaire de l'organisme Pour 3 points. Fabrice Ville a su rejoindre et mobiliser les jeunes athlètes et entraîneurs durant la pandémie sur l'importance du rôle qu'un entraîneur peut avoir sur la vie des jeunes. Avocat de formation, M. Ville a décidé d'investir tout son temps Pour 3 points afin de soutenir la jeunesse dans une perspective d'égalité des chances et de justice sociale. Un organisme qui transforme les coachs sportifs afin qu'ils jouent également un rôle de coach de vie auprès des jeunes sportifs en milieu défavorisé. Étant impliqué avec beaucoup de cœur dans ce projet, il souhaite amener une autre dimension dans la vie de plusieurs jeunes. Fabrice Ville est fasciné par la question de la conscience humaine et porte le souhait que les personnes soient curieuses des violences invisibles auxquelles elles participent et qu'elles y répondent avec bienveillance pour elles-mêmes et les autres. À l'animation de ce panel, encore une fois, on a ma collègue de ESIM et olympienne, la responsable des services aux athlètes d'Excellence sportive de l'île de Montréal, Caroline Calvé. Caroline, moi, je vais te laisser la parole. Je vais laisser animer ce panel avec brio et je vais aller regarder ce que vous dites dans le chat pour pouvoir cheminer vos questions à nos panélistes. Oui, en fait, je vais continuer sur ce que tu dis parce que c'est important. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à écrire à Alexandre, puis Alexandre va me les acheminer durant le panel. Alors, on commence. D'abord, je voudrais vous remercier d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Je pense que c'est une conversation qui est importante à avoir. Bonjour, d'abord. Bonjour. Puis, avant de commencer, je vais vous dire que c'est un sujet que je trouve énervant parce que je
je veux pas faire de faux pas. Je pense que c'est un sujet qui est, c'est pas un sujet facile à aborder, mais c'est un sujet qui est important. C'est important d'en parler. Alors, peut-être commencer la conversation sur le racisme en général. Est-ce que vous, étant des gens, des acteurs dans le sport, des athlètes déjà, est-ce que vous avez déjà vu, ou pas vu, mais est-ce que vous avez déjà vécu des actes racistes? Est-ce que tu veux commencer, Fabrice? Oui, certainement. Et en fait, une chose que je mentionnerais, c'est que j'aime bien utiliser l'image du racisme comme étant une crise et non un crime pour en fait déconstruire le tabou que peut être la discussion sur le racisme. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on voit le racisme comme étant un crime intentionnel haineux. Puis on dit on ne veut pas être comme les nazis, le Ku Klux Klan. Là, on n'en parle pas. Alors que si on voit le racisme comme étant en fait une crise multifactorielle, un peu comme les changements climatiques, on est plus capable de dire, d'en parler de façon décomplexée. Par exemple, quand on pense au changement climatique, on va dire, la personne qui consomme plus d'essence au plan individuel est responsable aussi des changements climatiques, autant que les gouvernements dans les accords internationaux. Donc, de voir que le racisme, ça se situe à ce niveau-là, on est capable de se dire que même inconsciemment, même avec des bonnes intentions, des fois, on contribue au racisme. Donc, je voulais déposer ça pour vraiment rendre la conversation un peu plus ouverte pour les gens qui nous écoutent d'ailleurs. Et en ce qui me concerne par rapport à des enjeux de racisme, j'aurais en fait deux histoires. La première histoire, c'est que quand j'étais entraîneur, moi j'ai entraîné dans un collège privé où c'était des jeunes plus aisés en fait que je coachais. C'est là où j'étais au secondaire et au cégep également. Et des jeunes majoritairement blancs, quoi qu'il y avait un petit peu de diversité. Et je me souviens, c'était des jeunes de secondaire 3 que je coachais à l'époque, je pense en 2006. On s'est fait planter un match de basketball. On s'est fait planter complètement dans un tournoi à Québec. Et on affrontait une équipe de Montréal, en fait, mais à Québec. Et le lendemain matin, on était au déjeuner. Puis un des jeunes de l'équipe dit c'est pas grave. Puis il parlait d'un des joueurs, d'un des meilleurs joueurs de l'autre équipe. C'est pas grave. De toute façon, ce gars-là, dans quelques années, il va laver mes souliers. Et moi, j'étais à table, là, puis je me souviens, ça a nécessité une intervention de ma part pour parler du fait que, d'un, c'est pas correct en général, mais d'expliquer, en fait, les enjeux, en fait, en quoi cet acte-là, ce commentaire-là est raciste, puis en quoi, en fait, pour moi, ça illustre en quoi la question du racisme, en fait, c'est pas juste des commentaires, ça s'inscrit dans tout un concept d'inégalité parce qu'on parle de deux écoles différentes, dans des milieux différents, et les jeunes dans ces milieux-là ont des couleurs généralement qui sont différentes. Donc, le racisme s'inscrit là-dedans. Et j'élargirais aussi, le deuxième exemple que je donnerais, c'est que moi, dans mon parcours de vie, ces patterns-là, des jeunes qui étaient talentueux, intelligents, qui avaient beaucoup de potentiel, puis que malheureusement n'ont pas de diplôme d'études secondaires, n'ont pas vivent la criminalité par moment. Certains, malheureusement, qui sont morts parce que, bon, ils ont eu des situations regrettables qui font en sorte qu'ils ont été tués ou autre. Moi, j'en ai vu. Et c'est tout le temps inscrit dans un contexte de phénomène social, en fait. Comment notre société est faite pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui ont moins de chances que d'autres. Donc, de penser que le racisme est ancré dans les inégalités, moi, je pense que c'est important de le voir comme ça. C'est là qu'entre le terme racisme systémique, parce que c'est pas juste un acte, mais c'est dans un... Exact. C'est à l'ampleur de la société. Exact. C'est là la question de la crise multifactorielle. C'est qu'on ne peut pas penser que les changements climatiques, c'est juste des méchantes personnes qui veulent nuire à l'environnement. Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Les deux co-panélistes, en fait, pourront certainement en témoigner, mais c'est pas juste une question de qui est bon, qui est méchant. C'est une question de comment on est organisé en société. C'est quoi l'importance qu'on accorde à une meilleure société ensemble. Et en contexte sportif, c'est essentiel. Je pense que Nadia, tu avais une bonne anecdote aussi à nous partager. Oui, en fait, il y a quelques années, j'ai arbitré un match de jeunes de 16 ans. J'étais comme arbitre assistante. Donc, c'était un match assez chaud. J'ai quand même des jeunes de 16 ans, fait qu'ils ont assez d'énergie dans le terrain et tout. À la fin du match, quand les joueurs se placent pour se serrer les mains, un des jeunes joueurs, il sort de la ligne, il me dit « Les femmes voilées n'ont pas de place sur un terrain de soccer. » Alors moi, on ne va pas se cacher, j'étais vraiment surprise. J'avais les larmes aux yeux. Donc, mes collègues m'ont tout de suite supporté. Donc, il a eu la sanction qui est reliée aux lois du jeu. Dans le fond, il a eu son carton rouge. Ensuite, nous avons déposé une plainte officielle à l'Association régionale de soccer de Laval. Donc, nous avons été en commission de discipline et finalement, c'était quelque chose pour eux de tolérance zéro. J'ai eu un gros support de leur part, c'est sur ma famille, mes collègues et de mon association régionale. Donc, le jeune, il a été suspendu pendant une saison.
Ouais. Et puis, ils ont distribué un genre de mémo pour dire à tout le monde que ces genres de commentaires ne sont pas tolérés dans un terrain de soccer. Ils ne sont pas tolérés du tout. Donc. Mais tu as vraiment senti qu'il y avait, tu avais un soutien, un support de ta fédération, de ton organisation sportive, finalement. Oui. Dès qu'ils ont été au courant de l'incident, ils ont tout de suite pris des actions pour mettre fin à ce type de choses qui arrivent. Comment est-ce que ça t'a fait, comment tu t'es senti là-dedans, d'avoir tout ce soutien-là, mais d'avoir une action immédiate? Ça m'a vraiment renforcée. Puis oui, j'ai ma place. J'ai pu prouver à tout le monde que oui, j'ai ma place et j'aurai toujours ma place tant et aussi longtemps que je le veux. Ce que je fais prouve que oui, les femmes et les voilées, ils ont une place sur le terrain de soccer. Peu importe qui tu as ta place dans le sport. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a d'autres conséquences, si on veut, positives de ça? Parce que je pense que maintenant, les femmes peuvent aussi arbitrer les matchs des garçons. Exactement. Ça renforce les filles, ça les encourage qu'ils ont du support, peu importe ce qu'ils arrivent avec eux, qu'elles soient voilées ou non. Celui qui veut être impliqué dans le sport, il y a du support. Il y a du support, il faut juste le vouloir et aller chercher. Avais-tu une anecdote, Martin? Oui, bien, c'est sûr que c'est sûr qu'au fil des 20 dernières années, à accompagner des groupes de jeunes racisés, on a vécu notre lot d'expériences. Il y a une expérience qui m'avait particulièrement marqué. À un moment donné, la police a communiqué avec nous parce qu'il y avait eu des plaintes de citoyens à l'intérieur du quartier dans lequel on travaille, où ils disaient qu'il y avait l'émergence d'une nouvelle gang de rue. On m'avait contacté parce que ils présumaient que ça pouvait être des joueurs de basket de l'école avec laquelle on travaille qui pouvaient être impliqués dans ce nouveau phénomène-là, selon eux. Et pour se rendre compte que finalement, la gang que eux voyaient, c'était une équipe, une de nos équipes, qui était en attente 3 fois par semaine de sa pratique et sortait à l'extérieur dans le parc, passait 1h30 ou 2 heures dans le parc à attendre avant de pouvoir récupérer à l'école. Donc, tout le système avait joué. Hein, les citoyens qui avaient communiqué pensant d'emblée que 13, 14 Noirs ensemble forment une gang de rue. Deuxièmement, on appelle l'école pour dire il se passe quelque chose dans le quartier avec vos jeunes de l'école. Et la police est communiquée immédiatement parce qu'on présume qu'il y a acte criminel. Donc, c'est un moment, un événement qui, moi, m'a marqué parce que je me suis dit, il n'y a personne dans ce système-là qui a comme mis le stop puis a dit, OK, on va aller vérifier des choses avant. On est vraiment allé jusqu'au bout pour arriver à moi à la fin puis dire que moi, je puisse mettre cette limite-là de dire, non, effectivement, on se trompe. Voici les nouvelles lunettes qu'il faut mettre pour voir comment sont ces jeunes-là. Il y en est arrivé d'autres aussi dans d'autres milieux, mais j'aurai la chance peut-être d'en reparler là au cours. Oui, il y a plein de. C'est ça. Il y a plein d'angles. Mais une chose qui est flagrant dans ce que tu racontes, Martin, puis dans ce que vous avez parlé, vous avez mentionné, c'est que je pense qu'il y a vraiment une distinction entre juste un acte raciste et un racisme systémique. C'est un système. C'est comme ces jeunes-là ont été catalogués. Oui, immédiatement. Sans même avoir... On n'a pas posé de questions, on les a mis dans un bateau. Est-ce que c'est quoi la définition du racisme systémique? Bien, en fait, c'est 2 mots complexes. Hein? C'est drôle parce que racisme, c'est un mot complexe et système, c'est un mot complexe. Puis on parle de racisme systémique, puis des fois, malheureusement, on pense qu'on se comprend alors que c'est, selon moi, difficile à se comprendre. Puis j'utiliserais, par exemple, le mot, en fait, racisme, essentiellement, ce que ça présuppose, c'est une forme de désavantage ou de désavantage et d'infériorisation des personnes racisées ou autochtones dans un contexte donné. Donc, ce que ça génère, en fait, c'est un ensemble de plans, c'est un traitement qui est inégal, basé sur un présupposé que ces personnes-là sont inférieures, mais c'est inscrit dans de l'histoire, ça. C'est pas quelque chose qui a été inventé du jour au lendemain. C'est quand on pense à l'histoire coloniale, quand on pense à comment certains peuples ont été exploités, ont subi l'esclavage, ça vient de là. Dans les années 1900 au Québec, 1930, il y avait des livres qui enseignaient que les personnes noires et autochtones étaient les personnes moins civilisées. Bien, il y a encore des relents de ça.
Donc, il y a un phénomène par rapport au racisme. Le système, en fait, un système, en gros, c'est quoi? C'est comment, dans ce périmètre donné, les choses sont organisées. Donc, par exemple, le système digestif, ça peut être le système humain, ça peut être le système d'une ville, le système d'une école. Donc, comment est-ce que les choses fonctionnent par des règles ou encore des principes qui ne sont pas nommés, qui font en sorte que ça peut avoir des conséquences racistes. Donc, quand on pense au racisme systémique dans le sport, on peut penser à des comportements un peu comme ce qui a été nommé un peu plus tôt, c'est-à-dire que là, on peut voir que l'histoire de Najwa, c'est une histoire où le système a arrêté une situation, alors qu'à l'inverse, que ce que Martin mentionnait, c'était pas le cas. Maintenant, il y a des fois où, juste parce qu'on se soucie peu d'un objectif donné, on peut avoir des conséquences qui vont avoir des effets discriminatoires. Donc, dans le sport, une chose que moi j'ai pu observer, c'est le fait, par exemple, qu'il y ait vraiment une attention particulière accordée à la performance sportive et pas à la finalité sociale, fait en sorte que, par exemple, il y a des moments où on se soucie peu, en fait, de l'effet que ça peut avoir pour certaines communautés. L'image que je peux avoir, c'est qu'en soccer et en basketball, juste de regarder qui sont les jeunes des équipes du Québec qui représentent le Québec souvent, et on est fiers de leur performance, mais le système sportif se soucie peu de comment ils vivent. Est-ce que ça va bien à la maison, ces jeunes-là? Est-ce que ces jeunes-là, leur éducation, ça se passe bien? Et donc, d'un point de vue micro, il y a des intervenants qui travaillent fort, mais est-ce qu'on réfléchit là à ça? Ça, c'est là le questionnement. Je vais faire en fait un long portrait pour nommer comment il y a des liens qui se font. Et je peux comprendre que les gens qui nous écoutent, c'est pas nécessairement tout le monde qui a un pouvoir là-dessus, mais c'est certain que les fédérations sportives, les gouvernements, les municipalités, les écoles ont une capacité, en fait, d'influence sur ce qui peut être fait pour que les jeunes, en fait, qui sont les sportifs, aient tous et toutes une chance d'épanouissement. C'est super intéressant le lien que tu fais parce que ce que je trouve en fait, j'aurais aimé ça parler des engagements ou des obstacles que l'on observe plus à la fin de notre conversation, mais j'ai envie d'en parler tout de suite parce que j'ai envie qu'on puisse en parler plus longtemps, des choses à faire. Parce que là, tu parles d'une réflexion qui est nécessaire, je pense, parce qu'on doit réfléchir sur si mon organisation est comme ça, quel genre de conséquences est-ce que ça va avoir sur nos communautés. Mais ça, c'est un obstacle. On doit il y a cet obstacle-là à surmonter. Mais quel autre obstacle qu'on peut observer, Martin? Bien, j'irais un peu dans le sens que Fabrice disait. Tu sais, le racisme, ça peut être provoqué par certaines politiques. C'est souvent ça les inégalités, hein, on voit, c'est des politiques qui sont mises en place qui peuvent provoquer quelque chose. Moi, j'irais dans un autre sens. Quand on parle de systémique, on parle aussi de choses qui ne sont pas mises en place pour éviter cette exclusion-là. Donc, comme quoi? Je ne sais pas, Fabrice parlait là, des jeunes qui font partie des équipes provinciales. Si ça coûte 2 000 $ faire partie de l'équipe provinciale, puis que tu habites un secteur défavorisé, quand même que tu sois le super athlète, tu ne te présenteras pas parce que tu sais qu'il y a une limite au niveau financier. Donc, ça c'est un facteur d'exclusion vraiment important. Et souvent, quand on parle d'exclusion sociale un peu plus large, tel le racisme systémique, c'est souvent inconscient. Les gens, ils savent pas. Donc, la première étape, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est abordons le sujet. Parlons-en. Ayons une propre réflexion sur soi-même. Je pense que ça, c'est la première étape. Parce que moi, je suis d'avis que on a plusieurs milieux d'action, plusieurs volets d'action. Fabrice parlait tantôt des politiques sociales ou de quelque chose qui est un peu plus large au niveau des systèmes. Moi, je verrais les solutions, j'attaquerais le système avec une analyse systémique. Donc, touchons les individus, donc ayons notre propre conversation avec soi-même, alimentons nos jeunes, donc ça, on est dans les individus, regardons les petites organisations, les groupes, l'équipe, tu sais, l'entraîneur qui nous écoute puis qui, lui, veut faire sa propre réflexion avec son propre groupe, c'est quelque chose de possible à faire qui va avoir un impact après ça. Et un petit peu plus large, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, OK, moi, je vais aller plus loin dans mes réflexions, je vais amener cette relation-là à des niveaux qui peuvent avoir des changements un peu plus global, la Ville de Montréal, le gouvernement, des politiques sociales ou même des lois. Donc, je pense qu'il y a une possibilité d'attaquer, puis on aura la chance tantôt d'échanger là-dessus, mais
d'attaquer ces 3 niveaux-là de façon différente pour créer un changement. Parce que le but, c'est de créer un changement. Donc, la situation de Najwa, c'est une attaque individuelle où on a eu une réponse qui était individuelle, mais avec laquelle peut-être qu'une organisation a choisi de réfléchir. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin là-dedans? Tu sais? Justement, il faudrait commencer par soi-même pour dire arrêtez de mettre des étiquettes automatiques pour des personnes parce que certaines personnes, ils ont décidé que, par exemple, parce qu'une personne elle a une couleur de peau plus foncée, qu'elle appartient à un gang de rue ou parce qu'elle s'habille d'une telle manière qu'elle est comme ça. Il faut arrêter de placer les étiquettes automatiques à tout le monde. Il faut commencer par soi-même, faire le changement soi-même, ensuite agrandir le cercle. En commençant par exemple, les parents, parce que les parents sont souvent les miroirs pour leurs plus jeunes. Et les coachs aussi, il y a beaucoup de jeunes qui font confiance à leur coach. Alors, quand le coach il réagit d'une certaine façon, le jeune il va dire « mon coach le fait, alors pourquoi moi je ne le fais pas ?» Alors, quand on commence par un cercle plus large et on commence à rétrécir le cercle, ça va peut-être aider dans les générations futures aussi. Vos organisations sont intéressantes, puis on en a brièvement parlé là, pour 3 points, puis bien dans mes baskets, dans vos intros. Mais moi, j'aurais aimé ça, connaître la raison de leur fondation. Pourquoi est-ce que vous avez senti un besoin de créer ce genre de programme-là? Ça rejoint un peu... Tu peux expliquer un peu plus en détail ce que vous faites aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, le mandat, la finalité, c'est vraiment une question d'une société plus juste. Et à travers le développement du potentiel des jeunes. Partant de là, la manière, nous, dont on s'est organisé, c'est de dire qu'on va soutenir les entraîneurs de manière à ce qu'ils exercent ce rôle-là. Parce qu'il existe plein d'individus dans la société qui ont cette volonté-là, en fait, comme coach, d'avoir un impact positif auprès des jeunes. Souvent, ce qui manque, c'est les formations, les outils pour le faire. Quand je regarde le travail que fait Martin depuis déjà plusieurs années, il s'en prendrait plus des Martins, il s'en prendrait plus, en fait, des intervenants aussi, comme ceux qui sont bien dans les baskets, mais en fait, est-ce qu'on outille les gens pour le faire? Et donc, ça, c'est ce questionnement-là, sans prétendre que ce qu'on fait est identique. Dans l'esprit, je pense qu'il y a vraiment une communauté d'esprit là-dedans. Et donc, le mandat, c'est qu'on a des formations de courte et de longue durée. Le plus long, c'est un programme de 8 mois, à travers lesquels on sélectionne des entraîneurs et on les fait parcourir un développement de leadership, justement pour qu'ils reviennent à eux-mêmes. Donc, comme mes 2 collègues le nommaient, comment ils interagissent avec les jeunes dans leur technique tactique d'intervention, et comment ils prennent en compte, en fait, l'environnement du jeune. Et ça inclut une prise en compte des dynamiques raciales et des dynamiques de discrimination de façon plus large. Et pour moi, en fait, le moteur de ça, et d'ailleurs, mon collègue William, il était à un panel précédent où il parlait, je m'excuse, je ne l'ai pas regardé. Non, c'est correct. Tu étais en route, t'as le droit. mais Will, qui étudie l'impact, en fait, du programme à travers son doctorat en psychologie sportive à l'Université McGill, donc voit les effets positifs. Mais on parle d'effets sur des jeunes largement issus de l'immigration, des jeunes racisés. Donc, la pauvreté à Montréal, oui, il y a des jeunes blancs, mais il y a des jeunes aussi qui viennent, en fait, qui ne le sont pas des jeunes blancs. Maintenant, ma motivation est vraiment ancrée personnellement dans mon vécu. Donc, ce que j'ai nommé un peu plus tôt, c'est pas de la théorie de dire j'en ai des amis autour de moi avec qui j'ai grandi. Je veux dire, ils n'ont pas eu les mêmes chances que moi. Comment le système les a pas aidés. Moi, c'est ça qui, en fait, qui m'interpelle. Donc, moi, j'y crois, je suis ici aujourd'hui parce que je crois vraiment en des changements fondamentaux qui peuvent se faire dans une société. Mais je crois que ça peut se faire justement avec du 1 à 1. Si chaque coach prend conscience de ses propres biais, se responsabilise, a une sensibilité par rapport au vécu des jeunes, par rapport au contexte aussi, parce que coacher dans un environnement qui n'a pas de diversité ethnoculturelle peut quand même être un lieu d'exploration de certains enjeux. C'est de dire, hey, ben voici, on n'a pas ça dans nos groupes, quand on est en tournoi, comment on va interagir avec notre équipe. Dans des contextes plus multiethniques, c'est autre chose. Donc, de faire ce changement-là 1 à 1, moi, ça m'apparaît essentiel. C'est de partir la conversation, dans le fond, avec tes entraîneurs. Ton programme de Bien dans mes baskets. Oui, c'est ça, Bien dans mes baskets. À la base, c'est un programme de travail social qui utilise le sport d'équipe comme outil d'intervention. Qui a été réfléchi. Puis ça serait un mensonge de dire que là, 20 ans, c'était ça. Hein, il s'est vraiment adapté au fil des années. Puis on a grandi avec les acteurs qui ont été à l'intérieur du programme Bien dans mes baskets. Mais l'objectif est vraiment d'utiliser la passion du ballon qu'ont les jeunes pour être capable de
de développer des compétences sociales pour être capable de susciter la persévérance scolaire, pour développer un esprit de groupe qui va être capable d'être assez fort pour amener des changements chez les individus. Donc, on construit toutes nos activités toujours avec vraiment 3 liens qui est le sport, le scolaire et le social. Et vous allez voir un peu résonance avec ce que je disais tantôt. La vision de Bien-Aimé Basket est vraiment dans un systémique global. Donc, on veut, oui, toucher les individus, puis on a des travailleurs sociaux qui font des démarches individuelles avec certains jeunes qui ont des problématiques plus personnelles. Par contre, on utilise toutes les situations de groupe possibles pour être capable de susciter des changements de comportement, pour être capable de susciter des réflexions, comme Fabrice disait. S'il arrive des événements, on va prendre cet événement, on va saisir l'occasion avec ces jeunes-là on travaille avec des adolescents, donc avec ces jeunes-là qui sont dans une période de leur vie où toute l'identité est en train de se construire. Donc, on pense qu'on a une grosse responsabilité entre les mains, puis on croit qu'on peut susciter des questionnements ou des changements qui pourraient avoir un impact à long terme, pour même certains sur leur trajectoire complète de vie. Donc, il y a cette partie-là. Puis après ça, il y a la partie communautaire que moi, j'apprécie beaucoup, qui est un peu ce qu'on fait, qui est susciter des changements un peu plus larges. Donc, dans les milieux avec lesquels on travaille, parce que il y a des choses qui sont dans les milieux qui freinent certaines communautés, qui freinent certains jeunes qui vivent de l'exclusion. On travaille beaucoup avec des jeunes en troubles de comportement puis en troubles d'apprentissage. Donc, eux, déjà, Nadjoua parlait tantôt de l'étiquette. Quand ils arrivent en secondaire 1, ils ont souvent un dossier SODP et l'étiquette est déjà là. Donc, ça devient difficile de réussir. Nous, ce qu'on veut leur donner, c'est la possibilité de réussir. Puis que peu à peu, ils croient que pour eux autres, c'est possible d'aller au cégep, c'est possible d'aller à l'université, c'est possible de rêver aller jouer aux États-Unis comme leur modèle ils voient à la télé. Donc, on veut les amener à croire en eux, à cette partie-là, et peu à peu à mettre des moyens pour y arriver. Donc, Bien-Aimé Basket, c'est vraiment ça. Puis les dernières années, on était aussi là, dans le transfert de connaissances pour essayer de partager un petit peu là, l'expérience des dernières années, puis sensibiliser les différents milieux à ce qui a été vécu là, dans nos propres expériences à nous. Puis moi, en tant que futur kinésiologue, je crois vraiment au message du sport. Donc, le sport, il a un message, pas juste au niveau de la santé de la personne, aussi au niveau social. On peut utiliser le sport pour prévenir certains problèmes sociaux. On peut aussi transférer des habiletés sociales. Donc, c'est vraiment important qu'on donne la chance à nos jeunes. Pas juste aux jeunes, à tout le monde, de vraiment aller dans le sport. Parce que on a souvent entendu des histoires de personnes qui allaient, par exemple, vers la délinquance. À cause du sport, ils ont réussi à changer de route. Ils sont devenus des athlètes connus, des athlètes mondiaux même. Donc, il faut vraiment donner la chance. Peu importe de quel environnement ils viennent, de leur couleur de peau, il faut vraiment donner la chance. Le sport est un moyen d'inclusion et non pas un moyen d'exclusion. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est vrai que le sport, ça peut être une solution qui rassemble, mais pas juste ça. C'est tu faisais allusion, quand on fait du sport, on fait pas quelque chose, on n'est pas dans le trouble en quelque part d'autre. Puis, un de vous deux, on le mentionne, quand j'écoute, en préparation pour le panel, j'ai écouté vos vidéos, puis il y a quelqu'un qui le mentionne, là, quand ils sont dans le gymnase, ben, ils sont pas dehors en train de faire des... Est-ce que c'est toi, Martin, qui parle de ça? Oui, les jeunes avec lesquels on travaille, tu sais, quand on leur donne le plus de temps possible à l'intérieur du gymnase parce qu'on sait qu'il y a un adulte, et ça, c'est une partie vraiment importante, on sait qu'il y a un adulte qui a la vision que le sport peut être un outil. Parce que, tu sais, le sport n'a pas toutes les vertus qu'on lui donne. C'est la personne qui fait le sport qui va être capable d'amener ces vertus-là. Et ça, c'est super important parce que si on décide que le sport est motif d'exclusion, on va être capable de le faire avec le sport. Par contre, si on décide qu'on veut inclure, on veut changer des comportements, on veut amener des habiletés sociales, on veut... D'avoir une intention. On veut donner... Exactement. Faut que pour que le sport soit un outil de changement social, faut qu'il soit intentionnel. Ouais. Et quand on est intentionnel avec le sport, ben là, c'est infini. Là. Ça, je pourrais vous en parler des heures. Mais ça, oui. Puis c'est intéressant parce que dans le panel avant celui-ci, on a parlé des bénéfices de la pratique sportive. Puis William, justement, ton collègue, parlait justement de l'intention. Parce que si on veut avoir des bénéfices, si on veut, en fait, recevoir les bénéfices que le sport, la pratique sportive peut nous apporter,
il faut qu'il y ait une intention derrière. Donc, une organisation ne peut pas juste dire on va faire, on est une organisation de soccer, un point, c'est tout. Pour avoir une expérience positive, il faut qu'il y ait l'intention derrière. Donc, ça ne vient pas juste, c'est-à-dire que dans le fond, ça revient à dire que ce n'est pas juste le rôle du coach. Tout à fait. Il y a le gestionnaire, il y a tout le monde en arrière. Donc, c'est très bon pour les gens qui nous écoutent parce que c'est des gens qui sont de tous les milieux du sport. Oui, bien, en fait, moi, je suis convaincu de ça. Ouais. Et ce que je nommerais aussi, c'est que ce qu'on discute présentement peut avoir l'air d'être quelque chose qui est un accessoire à la pratique sportive en général. Alors que mon point de vue, c'est que c'est fondamental. Quand on prend, par exemple, puis là, par rapport à l'enjeu du racisme, ça, c'est pas un plus, c'est vraiment d'intégrer ça, la lutte contre le racisme, ou en fait la promotion d'une finalité sociale au sport, m'apparaît essentiel. Quand on prend les défis que les sportifs et les sportifs de haut niveau ont, en fait, auxquels ils font face quand ils ont terminé leur carrière, souvent, c'est qu'il y a eu tellement un entraînement au sens large, c'est-à-dire un focus sur la performance, que la vie de l'athlète rendue au début de la vingtaine ou la mi-vingtaine, qu'est-ce qui se passe de ma vie? Il n'y a pas eu une construction plus holistique de c'est quoi les besoins de cette personne-là durant son parcours. Ouais. Et ça fait le lien avec ce problème-là. Ce n'est pas un problème strictement de racisme, c'est un problème de société très large qui bénéficie à personne. Et on en voit, oui, les sportifs de haut niveau qui sont plus connus, qui s'en sortent très bien, mais combien d'autres, en fait, ont des défis assez profonds? Là, la question de la finalité sociale du sport, ce que ça fait, c'est d'apporter une manière universelle d'approcher la pratique sportive. Et plus on est capable d'avoir une pratique sportive qui prend soin des besoins qu'on appelle dans les marges, donc les jeunes qui sont les plus vulnérables, on sert tout le monde en faisant ça. Donc, une réflexion collective individuelle et collective sur quand je coach l'humain et le sportif, ça aide tout le monde. Et ça fait en sorte que les jeunes sont plus respectueux au niveau des discriminations liées au genre, mais aussi liées aux identités raciales. Donc, c'est pas juste de dire on lutte contre le racisme et on fait autre chose. Non. On améliore la manière dont on pratique le sport, on intègre le développement de l'humain, on prend soin de l'écosystème et ça a un impact dans la lutte contre le racisme parce qu'on conscientise les jeunes avec une intention claire de faut que tu sois un bon athlète, un bon élève, un bon humain. Et moi, c'est ce que je crois qui fait en sorte que j'ai le rêve que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas marginal, en fait. C'est qu'on arrive dans 20 ans puis que ce soit la norme. Ce soit de dire, oui, c'est donc bien vrai, c'est évident qu'on devrait faire ça dans le milieu sportif, puis c'est pas une évidence en ce moment, malheureusement. Non, c'est vrai. Moi, une petite anecdote, je me souviens, dans mes débuts là, en compétition, il y a une de mes coéquipières qui allait à l'université, puis elle étudiait beaucoup, mais ça paraissait parce qu'elle passait moins de temps sur la neige, puis elle s'était fait dire par le coach, je me souviens, là, il faut que tu choisisses, là. Et ça, je peux dire, en fait, tous ces éléments d'exclusion-là, c'est que ça peut avoir des impacts. Si un jeune est dans une situation socio-économique favorable, la crise, elle est là, mais elle peut être moins forte. Mais un jeune qui, à la base, est dans un contexte de vulnérabilité, c'est amplifié, quand la bulle du sport, elle disparaît pour un ensemble de raisons, la société, le tissu social n'est pas là. D'où l'importance vraiment de prendre soin de l'humain et que le jeune soit outillé si jamais il n'arrive pas à aller aux États-Unis, de dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Oui. Je pense que tu faisais référence à... Il y avait une anecdote dans une de tes présentations, là, tu parlais du joueur de basket qui réalise à l'âge de 16 ans qu'il ne va pas faire la NBA, tu sais. Et ça peut être terrible, ça. Et oui, parce que ça, c'en est un qui, malheureusement, c'est un ami d'enfance qui est... Tu peux en parler un peu plus? Là, je l'ai dit vraiment vite fait, là, mais... Oui, je peux bien en parler brièvement. Ouais. C'est un ami d'enfance, je le connais de la garderie, hein. Puis on s'est perdu de vue en enfance, on s'est revu à l'adolescence, mais c'est un des meilleurs joueurs que le Québec ait connu en basketball. Vraiment, là, il a déjà marqué un match de 50 points. Puis 50 points en basketball, c'est énorme, là. C'est comme 5 buts environ au hockey, peut-être même plus dans un match. Je ne sais pas si je fais la translation correctement, mais c'est énorme de marquer 50 points dans un match de basketball à l'âge de 17 ans. Puis malheureusement, lui, il n'a jamais joué au cégep. Et bon, moi, je l'ai revu, puis il vit de la criminalité, ce gars-là, aujourd'hui, malheureusement. Et ça me marque parce que ce talent-là, c'est un talent qui est perdu parce que l'encadrement n'était pas présent pour le soutenir. Et ça, je veux le mentionner parce que, puis je ne veux pas mettre Martin dans le spot là-dessus, puis Najwa, tu as peut-être des anecdotes, mais
le travail qu'a fait Martin avec Bien Aimé Basket, quand les jeunes, des fois, ils sont exclus à la base, ils arrivent au secondaire, puis ils ont 1 an, 2 ans de retard, ça leur prend plus de temps à finir leur secondaire. Peut-être que quand les jeunes sont plus vieux, puis Martin et son équipe, les Dragons, gagnent des championnats, peut-être que certains jeunes sont plus vieux que d'autres dans d'autres écoles. Mais en bout de ligne, dans le grand ordre des choses, le travail que fait Martin avec ses jeunes et son équipe, c'est un travail, en fait, de longue haleine qui fait en sorte que, oui, malheureusement, certains jeunes vont finir leur secondaire de manière en 6 ans, peut-être en 7 ans, malheureusement. Et ça, c'est si on a le big picture en tête, on comprend que dans la vie, c'est plus important ça, plutôt que de dire, hey, c'est pas juste que ces jeunes-là, ils jouent, par exemple. Parce que ça, c'est des commentaires qu'on entend, malheureusement, dans le milieu sportif, quand on concilie pas les finalités sociales et les finalités sportives. Je pourrais partir pendant bien, bien longtemps là-dessus, mais moi, je trouve ça important d'en parler, de dire que c'est pas juste le championnat de la bannière, c'est aussi pourquoi ce programme-là, il y a une particularité qui fait en sorte que des jeunes ont des défis qu'il faut respecter. Oui, non, on a eu ces belles conversations-là, une couple de soirées, moi puis Fabrice. J'aimerais peut-être revenir sur la partie intentionnelle. Tu sais, souvent avec les sportifs, les entraîneurs, les organisations, on rassemble au début de l'année, on regarde les objectifs, on se trouve des moyens d'analyser nos objectifs en cours d'année, des compétitions, des tournois. Puis après ça, on réévalue. On est rendu où? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre mon championnat ou pour atteindre... si on veut inclure des notions sociales comme la lutte au racisme, il faut faire la même chose. Donc, il faut nommer, il faut voir nos objectifs, il faut se donner des moyens qui sont clairs, qui sont explicites. Puis peu à peu, il faut réévaluer, puis il faut avoir des indicateurs qui vont nous permettre de voir est-ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place a des impacts. Au même titre que tu vas aller à ton tournoi ou à ta compétition internationale, puis tu vas dire, OK, si moi je vais être classé parmi les 15 meilleurs au monde, je vais aller à cette compétition-là, puis je vais voir où je me situe. Bien, en social, c'est un peu la même chose. Mais on prend peu le temps de faire ça. Je pense qu'il y a aussi, puis corrigez-moi là, si j'ai pas raison, là, mais est-ce qu'il y a un manque de... On n'est pas conscient l'impact qu'il peut y avoir. Tu sais, tu as fait référence, bon, ça va coûter 2000 $ ou ça va coûter 400 $, ça va coûter... On n'a pas la conscience, surtout quand on n'est pas issu d'un milieu défavorisé, l'impact que ça peut avoir. Il y a beaucoup de gestes comme ça qu'on n'a pas l'impression que ça va avoir un impact aussi grand. Tu sais. Je parlais tout à l'heure des obstacles tu sais, à ce qu'on ait une société qui est égalitaire, une société qui est égalitaire pas juste pour les humains dans la société, mais aussi tu sais, dans le cadre sportif. Quel genre d'engagement est-ce que... Parce que vous avez nécessairement fait des gros engagements dans vos vies avec vos organisations, ce que tu fais aussi comme travail en tant que femme voilée, puis les changements qui sont déjà arrivés au sein de ton organisation, tu sais, c'est beau. Mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans l'organisation du sport pour qu'on soit dans une société qui traite tout le monde de la même manière? Wow! Grosse question. Qui veut commencer? On commencerait par un message général. Déjà, dire qu'il y a un problème, puis que ça, on ne doit pas l'accepter, puis qu'il faut qu'on fasse des changements. Fait que déjà, par des petits messages, petit à petit, ça va commencer par rentrer. C'est pas la même chose, mais comme des publicités. Petit à petit, à chaque fois que tu vois la publicité, tu vas finir par vraiment comme, OK, peut-être qu'il y a quelque chose, je vais aller voir. Mais tu sais, dans ton anecdote que tu nous as racontée, a fallu qu'il y ait un événement malheureux pour qu'il y ait une réaction positive, finalement. Oui. Mais pour le reste des organisations qui sont à l'écoute, on n'a pas besoin d'attendre une situation malheureuse. On peut avoir des politiques tout de suite. Parce qu'on sait que ça existe. C'est quelque chose qu'on voit dans notre société. Fait que si on met déjà des règles pour prévenir à la place de guérir, déjà prévenir, c'est quelque chose de vraiment grand. Si je prends déjà des actions de prévention, le traitement va être plus facile après. Ben oui. Ouais. En fait, il y a beaucoup de conversations par rapport au comportement des athlètes, des officiers, des athlètes, des intervenants, donc des entraîneurs, par exemple, des parents même, dans certaines circonstances, par rapport à l'intimidation. Il y a beaucoup de réflexions et d'actions qui sont en cours en lien avec ces éléments-là pour exercer le sport dans des conditions saines.
Je pense que de rendre la question raciale, inclure la question raciale explicitement là-dedans, c'est quelque chose qui est peu coûteux, c'est-à-dire que c'est une évidence de le nommer. C'est pas rare qu'on entend parler de situations, particulièrement dans le hockey ou dans les estrades, on entend des choses qui sont regrettables, en fait, regrettables, carrément racistes. C'est vraiment ça qu'il je pense qu'il faut le nommer. C'est pas exclusif au hockey, c'est beaucoup plus présent au hockey. Donc ça, c'est une catégorie que je crois qui est, selon moi, pertinente. C'est-à-dire ça, on ne tolère pas ça. Maintenant, je crois vraiment, puis revenir au micro, partir de ce que moi je connais, il y a vraiment la question de la formation des individus. Donc, ne serait-ce que d'être conscient de ces billets quand on est entraîneur, il existe, si les gens sont intéressés, d'aller sur Google, de dire test d'association implicite, d'aller sur Internet, c'est un test de l'Université Harvard qui permet de reconnaître ces billets par rapport à différentes catégories, entre autres les questions raciales. Et la raison pour laquelle ça a de la valeur, ça, c'est qu'avoir des billets, ça fait en sorte que, en fait, automatiquement, le cerveau va enregistrer des informations qui peuvent conditionner des comportements. Puis là, je ne vais pas partir en détail là-dessus, mais si on a des billets comme entraîneur défavorables à un groupe, ben dans l'action, ça se peut que ça se manifeste. Donc, juste d'être conscient de ces billets-là peut permettre d'avoir des comportements peut-être plus conscients, pas juste de les éliminer, mais de dire, ben, je sais que j'ai des préjugés par rapport aux femmes. Ben, je suis capable, en fait, maintenant, si je coach des femmes, ou même si je coach des hommes, de consciemment choisir d'éviter des comportements ou des langages inappropriés. Donc, ça, c'est un autre élément. Puis finalement, pour revenir à ce que Martin nommait, je pense que les organisations peuvent justement jouer un rôle fondamental dans structurer ces choses-là. J'étais en conférence la semaine passée avec le cégep Montmorency. Donc, le responsable des sports de ce cégep-là a mobilisé tous ses athlètes et les entraîneurs pour une conversation sur Zoom d'une durée d'une heure avec moi. En fait, de même moins d'une heure, ils ont vu un documentaire auquel j'ai participé sur le racisme. On a parlé par la suite et ça montrait en fait une intention claire de dire, ben, on veut sensibiliser nos jeunes, on veut parler de ces enjeux-là. Et les jeunes aussi, ça a un impact parce que les jeunes, c'est pas juste de lutter contre le racisme et de vouloir prévenir, c'est aussi de se sentir vu et valorisé parce que les jeunes qui subissent le racisme, et si on parle de ces enjeux-là, ils se sentent vus dans la société. Donc, chaque responsable sportif peut organiser des dynamiques, des initiatives pour répondre à cet objectif-là. Je sais qu'il y a beaucoup de questions aussi sur le chat. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Martin? Oui, vas-y. Juste un petit peu. Je pense que, d'ailleurs, j'avais vu cette action-là, Fabrice, là, par rapport au cégep Montmorency. Je vais probablement t'inviter chez nous. Ça me paraissait très, très, très intéressant. Il y a une chose qu'on n'a pas nommée, puis je pense qu'il est super important, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à la ville. Avant de pouvoir attaquer une problématique, faut connaître qui sont les gens avec lesquels on travaille. Il faut connaître les besoins de notre population. Il faut connaître avec qui, c'est quoi. On parlait de sources de revenus, on parlait de sous. Ben, si on ne le sait pas, on ne pourra jamais l'attaquer. Donc ça, je pense qu'il faut prendre les moyens d'aller chercher les besoins de notre population. Donc ça c'est sonder, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'étape, selon moi, à part des individus, hein, on peut faire notre chemin à nous autres tout seuls. Et l'étape 2, c'est à prendre de plein front les inégalités sociales, de dire, OK, oui, on les adresse, ça va être malaisant, tu le disais au début, hein, il y a un petit malaise à parler de ça, ça va être malaisant, mais on va l'adresser, puis après ça, on va repartir de là. Donc, moi, je pense que ça, c'est deux choses qui sont super importantes. Puis toute la question des mesures financières, là, dans certains sports, c'est totalement inaccessible. Nous, pour jouer au basket chez nous, c'est 120 $, puis ils ont beaucoup. Puis il n'y en a même pas la moitié qui paie. Il y a des sports, je pense à des sports-études, où on me dit, Martin, pour être au sport-études chez nous, c'est 3 000 $. Là, je dis, OK, tu n'as sûrement pas les meilleurs athlètes. Tu as les meilleurs athlètes qui peuvent payer. C'est ça. Donc là, on n'est plus dans le même... c'est ça, on n'est plus dans le même réseau, là. Oui, ça élimine beaucoup de jeunes. Donc, c'est ça. Ça l'élimine une grande partie qui peut-être en aurait besoin. Un grand potentiel, oui. Puis qui en aurait besoin, parce que c'est ça, le sport, ça répond à un besoin. OK, Alexandre, on passe aux questions sur le chat. Oui, c'est très actif sur le chat. Je vais combiner les deux questions de Sébastien Fife et de Eddie Monvard. Sébastien qui nous dit, est-ce que c'est pas un fardeau lourd à porter de mettre ça sur les épaules des entraîneurs, sachant qu'ils ont déjà beaucoup de tâches à accomplir et parfois peu de reconnaissance, autant que de matériel que social. Puis, Eddie qui nous dit comment intégrer, en plus de la formation technique, ce type de formation pour sensibiliser les entraîneurs. La réponse à ça, c'est peut-être de suivre une formation pour 3 points. Mais c'est une réflexion. Est-ce qu'on met ça sur les épaules des entraîneurs aussi? Oui. Mais
je tiens à le reconnaître. Premièrement, je tiens à reconnaître une chose. Premièrement, c'est vrai que les entraîneurs, dans un contexte québécois, en font beaucoup avec peu de ressources. C'est un enjeu d'ailleurs systémique. Juste en le nommant comme ça. Le jour où on va outiller les entraîneurs à avoir de meilleures conditions, bien, ça va être plus facile, en fait, de se professionnaliser. On est très loin de ça. À part les sportifs, les coachs professionnels, les coachs de niveau amateur, et même là, amateurs de haut niveau, et même là. Maintenant, je pense que ceci étant reconnu, la question, selon moi, c'est de regarder qu'est-ce qui peut être fait. En fait, c'est un changement de posture dans l'exercice de l'acte, en fait, qui est de coacher. C'est pas plus de temps nécessairement. C'est comme dire, tu coaches, est-ce que tu as le choix de coacher avec le sourire, en faisant la baboune? Ben, c'est bien mieux, ça coûte rien, mais coach avec le sourire. Fait que quand tu coaches, est-ce que tu coaches et tu profites des occasions de conversation dans tes pratiques pour parler de certaines choses qui ont un lien avec la vie? Est-ce que tu adresses les situations qui méritent d'être adressées? Quand il y a un meeting d'équipe en début d'année, justement, qui parle des objectifs, est-ce que dans cette conversation-là, il y a un item à l'ordre du jour qui parle d'enjeux sociaux? Donc, c'est pas nécessairement coûteux de s'armer, en fait, de ressources inépuisables. Quand je parlais de faire le test d'association implicite, là, c'est quelques minutes. Et moi, je le crois, c'est quelques minutes d'aller sur Google aujourd'hui, test d'association implicite, de cliquer et de regarder ça. Les entraîneurs qui le font, moi, je pense qu'ils sont mieux outillés. Et si le questionnement, c'est est-ce que c'est trop? Moi, je dirais, OK, cool, c'est peut-être trop, mais dans une journée, combien de temps un coach passe sur Netflix? Prends 1 heure de moins sur Netflix, puis il va faire le test, puis ça va être plus outillé. Donc, je veux vraiment reconnaître la difficulté que des enjeux en termes de ressources, et en même temps, c'est de trouver à l'intérieur de la structure qui est présente, quels trous sont présents pour intégrer une réflexion qui fait en sorte que finalement, on n'en fait pas plus de travail, c'est juste travailler plus intelligent. Mais je voudrais rajouter à ce qu'il dit, c'est que, par exemple, dans un match, par exemple, s'il entend des commentaires de certains de ses joueurs ou quelque chose qui s'est passé, par exemple, on entend souvent des jeunes qui se donnent des commentaires sur les autres jeunes parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir en bus, par exemple, pour se déplacer pour le match ou ils n'ont pas un certain équipement. Quand le coach, il donne juste la remarque de non, moi, je ne tolère pas ça dans mon équipe, ça c'est déjà un début. C'est quelque chose pour dire que on a déjà mis la base, on va construire plus loin peut-être avec des conférences après, ça s'ajoute après. Mais quand le coach il commence déjà par dire non, je n'accepte pas ça dans mon équipe, on a déjà un bon début. Il a déjà fait un... Mais c'est d'agir comme un mentor au lieu d'agir comme juste un entraîneur technique. Exactement. Hein? Exactement. Ça revient un peu à toucher à notre conversation du panel précédent. Il y a plus qu'une facette là, à l'entraîneur. C'est ça. Moi, je pense que j'irais dans le même sens que Fabrice. Oui, je suis conscient que le rôle de l'entraîneur, c'est pas un rôle qui est payant au Québec, puis il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça. Par contre, entre autres chez les adolescents, où on sait que 95% des adolescents iraient voir leur entraîneur en premier avant d'aller voir une autre personne alentour d'eux pour discuter des sujets chauds. Je trouve qu'on a une responsabilité sociale comme entraîneur qui nous est donnée avec ce rôle-là, puis qu'on prend. On revient à ce qu'on disait tantôt. On a un bel outil. C'est à nous, on peut l'utiliser d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Et oui, ça va prendre un peu de temps, puis ça va prendre des intentions. Mais je pense que c'est une très, très belle occasion d'avoir un rôle dans notre société qui est important. Une dernière question, Alex? Une dernière, qui peut-être si on a des réponses concises, il nous reste une dizaine de minutes. Ah, il reste une dizaine de minutes. Excusez, je pensais qu'il restait juste... C'est une question d'Élise Fiolette, mais écran privé, journaliste pour le Club École, qui nous dit que, dernièrement, le Réseau du sport étudiant du Québec il y a eu des lettres ouvertes adressées au RSEQ de la part d'étudiants de Concordia qui dénonçaient un peu leur inaction contre la lutte contre le racisme systémique. Est-ce que le RSEQ pourrait en faire, comme dans notre système, est-ce que le RSEQ pourrait en faire plus? Bien, de facto, la lutte contre le tabac avec De facto, c'est une initiative supportée par le sport étudiant. Donc, juste les fameux T-shirts là, que tout le monde a eu qui ont fait du sport étudiant et ça lutte contre le tabac. Juste ça, c'est un exemple, en fait. On pourrait en nommer plusieurs. Moi, je pense que oui, dans son travail, le RSEQ a une finalité justement scolaire. Et donc, c'est vraiment du sport étudiant. C'est comment favoriser le plein potentiel des étudiants. Il y a de la sensibilisation, il y a certainement une forme aussi, une manière de voir dans l'organisation des groupes. Je vais pas aller dans un ensemble de détails. Certainement, le RSEQ a une responsabilité. Selon moi, c'est une évidence. Je voudrais rajouter, par exemple, un exemple ici à notre association régionale à Laval, par exemple.
à un moment donné, il y a une année où est-ce que tous les arbitres ont porté sur leur chandail esprit sportif. Fait que c'est déjà quelque chose pour dire que on a des actions qu'on peut entreprendre, peut-être sur le chandail, sur la manche. Nous, on portait ça sur la manche. Fait que c'est déjà des petites actions qui peuvent apporter beaucoup. Mm-hmm. Ben, je rajouterais que le RSEQ a accès à une centaine de milliers d'athlètes. Donc, il y a aussi une responsabilité face à ça. Ben oui. Tu sais, c'est un réseau dans lequel ils peuvent avoir des intentions. L'idée de facto est exactement ce que je dirais aussi, tu sais, dans le sens, on peut choisir d'agir sur certains sujets. Mm-hmm. Puis, je pense que le réseau aurait du pouvoir là-dessus. Il reste effectivement plus qu'une minute, là. Il reste 10 minutes. Alors, on a du temps. Alex. Puis, j'y vais avec une question même personnelle. Moi-même, un ancien joueur de basket, des tournois de basket, j'en ai fait beaucoup. C'était pas dans la culture nécessairement d'aller vers les autres équipes. Tu sais, on reste dans notre chambre d'hôtel, on vient à l'hôtel, on se prépare pour le match le lendemain. Mais des tournois provinciaux, des fois, vont organiser un grand tournoi de basket, un concours de 3 points. Est-ce qu'on pourrait intégrer même dans les tournois de basket ou les tournois interscolaires qui se déroulent le week-end des activités qui favorisent ces échanges-là multiculturels? Est-ce qu'il y aurait de la place dans des tournois d'organisation sportive pour favoriser ça? Si un club ou une école monte ou une municipalité, peu importe, monte une initiative comme celle-là, moi, je serais tellement content d'en faire la promotion et d'y participer. Ce serait absolument fabuleux. Donc, moi, je pense que ce serait innovateur parce qu'on n'y pense pas nécessairement, mais ça se passe en fait dans les tournois, ces interactions-là un peu accidentelles. Des fois, elles sont positives, des fois, elles sont regrettables. Mais s'il y a des organisations qui se disent on va augmenter les chances que ce soit le fun et donc qu'on connecte ensemble donc entre les matchs et même de faire un tournoi mixte, moi, je serais tellement partant qu'il existe un tournoi où on amène des jeunes et ce qu'on fait, c'est on les mélange. Puis là, on dit go, jouer. Patinoire du Point qui ont mélangé les ballons de hockey. Incroyable, en fait. Et ce serait le pouvoir de ça est fabuleux. À Montréal, il y a les Jeux de la rue, en fait, qui fonctionnent un peu selon ce principe-là dans l'été. Mais la mixité sociale, c'est un défi du Québec. En fait, c'est une opportunité au Québec qu'on exploite peu. Et des tournois mixtes où on mélange les groupes, qui font en sorte que les groupes peuvent apprendre à se connaître, ça fera en sorte que beaucoup d'enjeux de vivre ensemble au Québec, en fait, ont progressé de manière fabuleuse. Donc, si quelqu'un part ce programme-là, moi, je suis partant pour être le plus grand fan de cette affaire-là. Chantal Légaré qui nous demande, question pour tous les panélistes. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, quel choix feriez-vous pour contrer les préjugés de toute provenance, sexisme, racisme? Sur quel levier particulier vous appliqueriez ça? Najwa, tu veux commencer? Baguette magique. Il faudrait, pour commencer, c'est que les autres apprennent qui je suis. Déjà, ils apprennent c'est quoi vraiment moi avec mon voile ou moi comme individu en tant que tel. Avant de porter des préjugés qu'ils ont vus, parce qu'une certaine personne a voulu porter une certaine image précise. Il faudrait vraiment avoir une vraie idée, une idée d'ensemble, mon background. Et après ça, on en parle pour le reste. C'est vraiment comme partir sur là, faire connaître qui je suis, c'est quoi mon voile et tout. Et après ça, on partira sur le reste. Je vais faire du pouce un peu sur Najwa. Je pense que si on était capable de savoir précisément les besoins de toute la clientèle avec laquelle on travaille, on arriverait à mettre des activités qui sont vraiment ciblées. Donc, tu sais, si on est capable de connaître une Najwa, qu'on est capable de reconnaître qui sont les familles qui sont sur notre territoire, ben peut-être qu'on ne ferait pas du hockey. C'est peut-être qu'on ferait un autre sport. Peut-être qu'on irait chercher par de l'activité physique différente. Peut-être. Donc, moi, ça serait un peu ça. Est-ce qu'on est capable de coller ce qu'on fait aux besoins de notre clientèle, aux besoins de notre population? Je dirais plus loin que ce qui a été dit précédemment. Je n'ai pas en tête un ajout à formuler. Je trouve que c'est assez complet. Avant d'aller avec peut-être la dernière question, juste inviter à toutes les personnes qui assistent à ce panel de rester avec nous avec la fin du panel. Vous allez aimer nos coups de cœur, notre conclusion de la journée. Je pense que ça va être très touchant. Peut-être une question. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2021? Du sport. Ah oui. Un peu de sport, du temps de gymnase. S'il vous plaît. L'activité physique. Oui. C'est présentement, ben, je vais parler encore pour les adolescents, là, mais nos adolescents
sont criants. Aux États-Unis, il y a une recherche qui disait que 68% des athlètes high school présentement vivent de la grosse anxiété ou des symptômes dépressifs. Ici, au Québec, on tourne autour de 35% de nos adolescents qui vivent des symptômes sévères présentement. Donc, moi, je pense que l'activité physique vient aider à réguler ça. L'activité physique, c'est un moment où les jeunes arrivaient à passer au travers de ces moments-là sans s'y perdre un peu trop. Donc, si on demandait qu'est-ce qu'on souhaite en 2020-2021, ben, je souhaiterais qu'on retourne dans les gymnases pour la santé mentale de nos jeunes. Moi. Ouais. Je partage ce souhait-là. Et si jamais il existe malheureusement des règles de confinement qui empêchent le sport, mon souhait, c'est que les entraîneurs ou autres types d'intervenants sportifs et sportifs qui ont les capacités et ont déjà un lien avec des jeunes fassent le choix de maximiser les liens qu'ils ont, que ce soit en ligne, et de faire des entraînements en ligne, de faire des conversations en ligne. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le font sur l'ensemble du territoire québécois et ailleurs. Et je pense qu'on peut en faire plus, en fait. Donc, ce que je dirais, c'est oui, le sport, et si jamais on ne peut pas, c'est de faire le sport autrement, parce que vraiment, le coach, c'est l'adulte qui a le plus d'influence auprès des jeunes sportifs, après les parents. On en a parlé un petit peu, donc c'est vraiment essentiel, cette partie-là. Dans un contexte de crise là, sans précédent, si les entraîneurs n'exercent pas le rôle qu'ils ont à jouer, le rôle, c'est d'abord un rôle d'influence. Ce n'est pas un rôle de pratique sportive, selon moi. C'est un rôle d'influence. Par définition, un coach, c'est ça que ça fait. C'est un véhicule, en fait, un coach. Littéralement, c'est une automobile qui amène qui accompagne les individus. Fait que, en temps de pandémie, c'est ça que ça prend. Puis, je veux dire, si on est dans le monde sportif, il faut savoir s'adapter, alors. Exactement. Moi, je rajouterais, c'est qu'en 2020, nous avons beaucoup appris à cause de la pandémie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont souffert à cause de ça. Ouais. Fait que j'espère qu'en 2021, on aura un début de changement. Déjà, donner la chance aux jeunes qui n'ont peut-être pas eu les moyens de s'acheter un tapis roulant à la maison ou n'importe quoi pour faire du sport. Alors, donnez-leur la chance de se rattraper. Oui, ils ont besoin peut-être un peu plus de support, mais il faut leur donner la chance. Est-ce qu'on a une autre question? Bien, les gens nous remercient. Vraiment, je vous dis que c'est très, très actif sur le chat. Robert Boulet qui dit bravo pour cet atelier. La prise de connaissance, la sensibilisation et les occasions de rapprochement sont à la base de tout changement dans le comportement. Je pense que c'est sûrement une des plus belles vertus que le sport peut amener chez nos jeunes. Oh, ben là-dessus, ça se termine notre panel. On ne peut pas mieux terminer ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu avec nous pour partager sur un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder, mais je pense que on a tous appris beaucoup. Puis on a tous une responsabilité envers nos organismes sportifs. Puis je pense que ça a été super éclairant. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Alors là, on passe une petite vidéo de 20 secondes. Et restez avec nous. On visionne ça, puis Alexandre vous revient.